Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la directrice générale de la Maison du Père, Jaëlle Bégarin. La Maison du Père est un organisme situé à Montréal dont la mission est d'offrir de meilleures conditions de vie aux personnes en situation d'itinérance. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Jaëlle de l'enjeu du vieillissement de l'itinérance au Québec en lien avec le vieillissement de la population. Alors Jaëlle, bonjour. Bonjour. Alors, Jaëlle, j'aimerais que tu nous expliques comment le vieillissement de la population influence-t-il la problématique de l'itinérance au Québec? Ben oui, c'est avec plaisir. Dans le fond, nous, ce qu'on a remarqué, et on en parle souvent, bien souvent dans les médias, et puis il y a aussi beaucoup de chercheurs qui le nomment, la population en général, il y a un vieillissement au niveau du Québec. Et ce qu'on constate, c'est que ce vieillissement, il reste pas seulement dans la population générale, il vient aussi au niveau des clientèles plus spécifiques, comme nos clientèles de personnes en situation d'itinérance. Par contre, le phénomène qui est vraiment important à retenir à ce niveau-là, c'est qu'en plus de la détresse de notre clientèle, c'est que le vieillissement de notre côté, c'est un vieillissement accéléré qui est souvent dû à bien des problématiques qu'amène la vie en itinérance. C'est un mode de vie qui est difficile, qui n'est pas choisi, qui fait en sorte que des personnes se retrouvent avec des situations qui se dégradent rapidement. Et les recherches ont démontré que quelqu'un de 50 ans en situation d'itinérance chronique, il faut lui ajouter au moins 10 ans. C'est comme si le corps prenait 10 ans au bout d'un certain moment. Donc, son âge équivalent à la population générale serait plus de 60 ans. Donc, c'est pour ça que souvent en itinérance, notre point de repère, c'est 50 ans et non, comme on peut le voir dans le côté plus administratif et civil, 65 ans pour parler d'aînés. On parle d'aînés en itinérance à 50 ans, bien Et souvent. c'est quoi les défis auxquels sont confrontées les personnes âgées itinérantes? Est-ce qu'il y a des défis particuliers pour eux? Oui, un des défis importants, c'est au niveau de la santé physique. Quand des maladies chroniques qui, dans un environnement plus sécuritaire, un environnement plus stable, se soignent bien, pour ces personnes-là, ça amène des complications. Donc, des allers-retours aux urgences et des débuts de traitement qui se finissent pas parce qu'au final, ils n'ont pas la stabilité pour poursuivre le traitement. Il y a aussi la question de la mobilité. En situation d'itinérance, on voit où il y a de la place. Et parfois, il faut faire des kilomètres pour trouver un lit pour une nuit. Donc, bien souvent, se faire les kilomètres va aussi engendrer des problématiques de fatigue, d'épuisement plus rapidement. Et l'autre aspect, c'est la question justement de la sécurité. Les aînés en situation d'itinérance peuvent être plus vulnérables à des dealers, des personnes qui veulent trafiquer ou au vol aussi. Ils sont moins outillés pour se défendre face à une pression ou quelqu'un de plus malfaisant qui rencontre sur la rue. Oui, puis on a aussi constaté dans les médias que vous proposez des RPA adaptés aux personnes aînées en situation d'itinérance. Comment les services des personnes aînées itinérantes se distinguent-ils des personnes aînées qui vivent dans une RPA traditionnelle? Un des prémices, en tout cas un fondamental pour déjà notre RPA,
Et ça, c'est important. Il faut vraiment remercier certaines fondations qui œuvrent à ce niveau-là parce que la RPA a vu le jour grâce à des fonds privés. Ça, c'est important à nommer et on remercie beaucoup nos donateurs. L'autre point, c'est que cette RPA-là, elle est dédiée aux personnes qui viennent de la rue, d'un parcours itinérance. Et ce qu'elle offre, en premier lieu, c'est un coût abordable, un coût limite très modique. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre dans une résidence personne aînée, il faut compter au moins 1 500 $ par mois. Mais une pension de vieillesse, là, c'est 1 600. Fait que notre clientèle pourrait pas aller dans une RPA régulière. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est la possibilité d'avoir déjà un loyer qui va de à peu près 363 jusqu'à gros maximum 660 à peu près. Donc, ça offre l'accessibilité en premier. L'autre chose, c'est que les enjeux, les traumas qu'ont engendré la vie en itinérance, ben, ils sont pas réglés à l'entrée dans la RPA. Donc, l'équipe sur place, elle est multidisciplinaire. On a des infirmières auxiliaires, on a des préposés aux bénéficiaires et on a aussi des intervenants psychosociaux. Comme ça, la personne peut continuer à cheminer sur ces enjeux biopsychosociaux. Donc, c'est aussi tout ce filet de sécurité qui fait en sorte que notre RPA se distingue par bien des aspects des RPA plus traditionnelles, plus régulières. Oui, mais là, on constate au Québec qu'il y a une crise du logement. Euh, En fait, est-ce que vous, dans votre RPA, vous êtes confronté à une liste d'attente pour les personnes âgées en situation d'itinérance? C'est quoi la situation actuellement? Alors, la situation, elle est vraiment, ça prendrait au moins 2 RPA pour la clientèle en situation d'itinérance. Nous, notre RPA dessert les hommes principalement, uniquement dans le fond. Donc, déjà, une RPA pour femmes a tout à fait sa place parce que le besoin, il est là. La deuxième chose, c'est que par contre, pour créer une nouvelle RPA, il faut vraiment avoir les reins solides de nos jours parce que on fait partie aussi de ces RPA qui ont des difficultés. 46% des RPA au BSL ont des difficultés financières. Et on est parmi ce bassin-là. Pour faire rouler la RPA, dans le fond, c'est notre fondation qui injecte 2 millions. Mais pourquoi pas injecter 2 millions à vie, là? Donc, c'est tout cet aspect où c'est quoi l'avenir c'est quoi le moyen de pérenniser les RPA qui sont à but non lucratif pour des clientèles qui sont aussi vulnérables que la clientèle itinérante? Ça, c'est la grosse question que tout le monde se pose parce que tant que cette question-là n'est pas résolue, personne ne veut ouvrir une autre RPA. Comment un organisme à but non lucratif peut vraiment soutenir une telle activité qui demande des frais importants, surtout depuis les dernières normes? On a des normes qui, depuis les changements, on doit injecter plus de 200 000 pour être aux normes parce que la pandémie a amené des changements qui sont bien, mais il faut avoir un support financier derrière. Et comment le gouvernement du Québec peut vous aider dans tout ça au problème de l'itinérance carrément au Québec là, et à ce vieillissement-là de l'itinérance? Comment le gouvernement du Québec vous aide par rapport à ça? Sous quelle forme? Mais c'est sûr qu'on a des subventions, oui, du financement pour de la mission globale. On a aussi des financements pour notre hébergement. Par contre, le volet vraiment personnes âgées, résidence RPA, on n'a pas de subvention. Donc là, déjà là, c'est un problème et c'est quelque chose où on travaille avec le ministère des Aînés pour mieux comprendre la réalité et trouver le véhicule de financement. Parce que si demain, la résidence Via de Sèvres ferme, ça veut dire qu'il y a 87 hommes avec des enjeux et des problématiques et un vieillissement accéléré qui vont se retrouver où? Ben, dans les urgences des hôpitaux. Et c'est pas leur place. Ils ont le droit de bien vieillir après ce qu'ils ont travaillé, ce qu'ils ont subi dans le fond. Et Et puis, est-ce que le système de santé au Québec vous appuie dans les soins en RPA? au niveau du système de santé, on travaille beaucoup en collaboration avec le CHUM principalement et le CIUS au niveau des équipes mobiles.
Donc, ça nous permet quand même d'offrir l'accès à des soins à domicile à notre clientèle. Et ça, sans ces services-là, c'est sûr qu'on pourrait, il y a bien des messieurs, des participants qu'on ne pourrait pas maintenir en logement. Donc, du côté de l'accès aux services à domicile, on a un beau partenariat, une belle ouverture. Maintenant, c'est plus la question de financement des opérations courantes que là, il faut vraiment se pencher sur la question si on veut parler dans 5 ans de la résidence Gia de Sèvres, qui est quand même unique en son style, puisqu'il n'y en a pas d'autres qui desservent spécifiquement la clientèle itinérante. Et comment tu anticipes le vieillissement de l'itinérance dans un horizon, disons, de 10 ans, là? Parce que là, le vieillissement de la population s'accélère et puis les statistiques le démontrent. Au Québec, on est l'une des populations les plus vieillissantes. Comment tu anticipes ce changement-là démographique pour ce qui est des personnes aînées itinérantes au Québec? Je pense qu'il y a deux aspects à prendre en compte. C'est que dès maintenant, il faut vraiment commencer à travailler en amont. Les personnes aînées qui sont déjà précaires en logement, qui sont déjà au niveau du seuil de pauvreté, faut proposer des choses pour qu'ils perdent pas leur logement, qui perdent pas leur identité domiciliaire, parce que pour beaucoup, bien souvent, la famille est soit plus là, parce qu'ils les ont perdus pour X, Y raison, ou ils ont plus de filet réseau social assez fort pour penser emménager chez sa fille ou chez un. Donc, ça veut dire que la deuxième option, ben, c'est la rue. Donc, il faut travailler en amont pour s'assurer que malgré le vieillissement de la population au Québec, qu'on ne crée pas d'itinérance faute de filets socio-communautaires assez solides. Ça, c'est une des premières choses, selon moi, qu'il faut penser. La deuxième chose, c'est qu'en termes d'offres de logements permanents, va vraiment falloir commencer à se dire que cette fois-ci, le logement, il faut le voir avec un grand L. Un grand L dans le sens où c'est pas juste le logement qu'on connaît, typique, quatre murs et loyer. Ça, c'est plus possible parce que s'il y a vieillissement, il y a un besoin particulier. Donc, il faut commencer à penser en termes de milieu de vie plus alternatif. Il y a le modèle d'ARPA, mais il peut y avoir d'autres modèles avec des niveaux d'autonomie différents pour que justement ces personnes qui sont en situation d'itinérance et qui sont aînées soient vraiment dans un milieu qui est capable de les maintenir le plus longtemps possible avec les soins adaptés à leur niveau d'autonomie et de façon vraiment à ce qu'ils vieillissent en toute dignité en fait. Parce que il y en a beaucoup parmi notre clientèle, si on les mettait demain dans un logement autonome, ça ne fonctionnerait pas parce qu'ils ont des besoins particuliers de tous les jours. Ouais, eh bien, on espère que le message va être véhiculé auprès des bonnes personnes. Jaël Bégarin, PDG de la Maison du Père à Montréal, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir et puis vraiment continuer à mettre le focus sur cette problématique. Merci.